Et c'était clair pour moi que j'allais choisir les personnes qui faisaient les matières premières, que ça allait être aussi une rencontre humaine sur ce coup-là. Je m'appelle Jude et je fabrique des soins pour les tatouages. Ça fait maintenant 8-9 ans. Voilà. Donc j'ai monté ma boîte pour ça. Voilà. C'est vraiment le petit accident de parcours en fait qui est devenu finalement la voie en fait. Moi j'ai fait plutôt des études dans les beaux-arts, alors bon voilà, ça rejoint sur le tatouage là-dessus parce que voilà, c'est un truc qui me fait kiffer et tout ça, mais j'ai fait pas mal de choses dans ma vie qui m'ont amené sur plein de trucs différents. Et puis en fait je me suis retrouvée un jour où j'ai fait une formation de fabrication de cosmétiques naturels dans la Drôme, que je connaissais pas encore. Et du coup, j'ai fabriqué des cosmétiques pour les copains, la famille, tout ça. Donc ça fait maintenant plus de 15 ans. Et un jour, j'ai un copain qui est tatoueur qui m'a dit tiens, fais-moi un truc là, pour soigner les tatouages. Et du coup, j'ai posé une recette. Vraiment, c'est vraiment passé sur papier d'abord, quoi. Et en fait, à quasiment peu de choses près, la recette n'a pas du tout changé. On a été assez hallucinés des résultats, quoi. Enfin, qui étaient assez... ça cicatrisait assez vite et tout ça. Donc du coup, voilà, je me suis dit, tiens, si ça marche bien comme ça, pourquoi pas faire ça de ma vie. Comme j'avais rien d'autre J'avais rien de bien spécial dans ma vie à ce moment-là, je me suis dit, voilà, pourquoi pas. J'ai pas pensé à tout ça à l'avance, c'est-à-dire que je me suis pas dit, je vais faire un truc... Ouais, il était évident pour moi que j'allais faire un truc avec des produits naturels, comme ce que j'avais appris, puisque c'était la formation dans les cosmétiques naturels. Quand je repense à ça, je me demande d'ailleurs comment j'ai pu me lancer là-dedans. Comment j'ai pas flippé à l'avance de me lancer là-dedans. Et je crois que si j'avais su ce que c'était, j'y serais peut-être pas allée, on va dire, a posteriori, quoi. En fait, j'ai pas réfléchi vraiment à tout et je me suis plus lancée, ce qui est généralement la meilleure façon de faire, hein, faut pas trop réfléchir. Et voilà. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est quand j'ai vu tout ce qu'il fallait faire en fait pour mettre sur le marché un cosmétique, un produit de soin et tout ça. Ça avait l'air très compliqué, c'était très emmerdant. Et en fait, au final, il y a eu un jour où j'ai dû expliquer à quelqu'un quel a été toutes les étapes qui devaient être faites. Et en fait, ce jour-là, je me suis rendu compte que j'étais passée au-delà de la montagne, en fait. Que je m'étais fait toute une montagne et en fait, d'un seul coup, je suis déjà de l'autre côté et en fait, c'est fait, c'est passé, quoi. Et c'était clair pour moi que j'allais choisir les personnes qui faisaient les matières premières. Que ça allait être aussi une rencontre humaine sur ce coup-là. Et d'ailleurs, on va dire que le petit déclic pour faire le baume, ça a été une rencontre avec une nana qui est dans les Baronnies, dans le sud de la Drôme, et qui, elle, fait de l'huile d'olive et qui fait beaucoup de cueillettes de plantes en sauvage et qui fabrique des macérats et tout ça. Et je l'ai rencontrée et j'ai acheté un jour un macérat de plantain. Et le plantain, c'est un truc qui referme une plaie en 2 jours et qui est hyper efficace, limite magique. Et en fait, quand j'ai voulu faire la recette du baume, ça a été d'office, je savais que ça serait dedans, quoi. Et donc voilà, après le truc, ça a été de trouver pour chaque matière première quelqu'un qui faisait ça très bien, en fait. J'ai pas spécialement, en tout cas à l'époque, j'avais pas spécialement l'âme d'agricultrice, ou en tout cas de faire moi-même les matières premières. Et du coup, le but, c'était de trouver des gens qui font ça bien mieux que moi. Voilà. Et d'être juste l'alchimiste qui va mélanger les trucs ensemble. Et voilà. Ça, c'est vraiment le truc qui me fait kiffer dans les cosmétiques naturels. C'est juste mélanger les trucs et que ça fasse une crème ou un soin, un truc. Voilà. Après, c'est aussi l'intérêt, moi, tu vois, par exemple, dans le fait de trouver des producteurs de matières premières qui soient corrects, c'est aussi d'aller les voir et de les rencontrer et de savoir comment ils bossent. J'ai pas que des matières premières dans mon baume qui sont de production française, tu vois, le beurre de karité par exemple, donc c'est difficile pour ça. Après, j'essaye au maximum de travailler
avec des entreprises qui soient éventuellement françaises, éthiques et puis surtout en bio un max. Après, j'ai des petits producteurs qui sont pas en bio parce que le bio, ça se paye en fait. Si on veut être labellisé bio, ça se paye. C'est pour ça que moi, mon baume, par exemple, il a aucun label. C'est que tous ceux que tu peux trouver, si j'ai de l'argent, il n'y a pas de souci, je peux avoir tous les labels que je veux, quoi. Et puis qui correspondent à ce qu'il y a dans mon baume. Mais... Et du coup, j'ai pas eu envie de rentrer dans ce truc-là, de me dire, mais en fait, moi, je fais ce que j'ai à faire, je sais ce que je fais, je sais quels sont les gens en amont et ce qu'ils font comme produits que j'utilise. Et en fait, voilà. Je peux juste mettre sur mon site, je marque, voilà, ça vient de tel endroit, c'est fait de telle manière. Voilà, et c'est tout. Et moi, j'ai pas de label parce que j'ai pas envie de payer pour ça, parce que finalement, oui, c'est un gage de, on va dire, de clarté, de sécurité, de se dire que tu es labellisé et que voilà. Et en même temps, quelque part, oui, ce label-là gagne des sous avec ça aussi. C'est un choix. Je me suis longtemps posé la question, mais je suis pas sûre d'avoir envie de rentrer dans ce truc-là en fait. Je pense que ça peut être important pour des gens qui connaissent pas trop. Après, je pense que si une bonne partie des gens ne serait-ce que s'intéresser à lire les étiquettes des ingrédients, ce qu'on appelle INCI, donc la nomenclature internationale, ça paraît, on a l'impression que c'est du chinois quand on lit ça la première fois, mais si les gens arrivent à décrypter un peu ce truc-là, je pense que déjà ils pourraient faire confiance à leur propre opinion. C'est-à-dire qu'il y a quand même une réglementation française des cosmétiques en France qui oblige à avoir cette nomenclature écrite sur tous les pots. Et du coup, voilà, si les gens regardaient ce truc-là, déjà, ils pourraient très bien avoir confiance juste en ce truc-là et en ce qu'ils voient, eux, de décryptage, en tout cas, de savoir est-ce qu'ils ont envie d'avoir tel ingrédient qui est moyen, mais qui n'est pas nocif, voilà, ou est-ce qu'ils se disent que non, ça fait partie des trucs rédhibitoires et qu'on prend que du naturel jusqu'au bout. Après, moi je sais que par exemple sur mes pots, j'essaye de marquer. Je suis censée marquer les deux. Alors je ne l'ai pas fait au départ, je marquais principalement en français parce que j'avais envie que les gens puissent lire et savoir vraiment ce qu'il y a dedans en lisant de manière claire, quoi. Après, il y a une obligation de toute façon légale qui oblige d'avoir en tout cas l'INCI marqué quelque part, que ce soit sur une notice à côté et tout ça. Donc j'ai une petite carte qui va avec les pots, mais j'avais envie que sur le pot, si par exemple quelqu'un a une réaction ou quoi que ce soit et va à l'hôpital avec le pot, on peut lire clairement qu'il y a telle huile essentielle dedans, tel truc, et voilà. Et c'est juste la transcription française de la nomenclature, mais au moins c'est clair, quoi. Par rapport au baume, mon intérêt c'est que ce qui prime c'est le contenu, quoi. C'est ce qu'il y a dedans, quoi. C'est que ça doit être nickel en termes de produits, de matières premières, de à qui je l'achète, de comment je le réalise. Voilà, j'ai pas mal de questionnements depuis des mois là, sur le plastique. Et déjà que je l'enlève de ma vie privée, le plastique, remplir des pots, quand je fais mes remplissages de pots, je fais que ça pendant 2 jours, tu vois, non-stop. Donc du coup, j'en vois passer pas mal. Et du coup, j'ai vachement de mal avec ça. Tout ce qui fait moins de 5 cm, par exemple, va directement à l'incinérateur. C'est même pas récupéré, ça passe dans des tamis. Et donc un petit pot de baume, il passe à la trappe, qu'il soit en plastique, en carton ou en tout ce que tu veux. Donc voilà. Donc là en ce moment, c'est mes questionnements du moment de savoir qu'est-ce que je fais. Est-ce que je vais au bout de mon idée et j'ai quand même des pots en carton et en métal, ou est-ce que en me disant peut-être que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ça changera au niveau du recyclage, mais coûte que coûte, moi j'y vais. Ou est-ce que je me dis non, en fait je reste sur mes pots en plastique, même si ça me fait chier, mais parce que d'un seul coup, ils font 3 fois moins le poids de celui en carton. Et donc finalement, il y a aussi une idée de conception là qui fait que ok, c'est du plastique, mais il y en a moins. Et puis les gens peuvent éventuellement le garder. Je peux aussi mettre en place avec les tatoueurs ce que je suis en train de voir maintenant. Est-ce que les gens peuvent ramener leurs pots? Voilà, là je suis dans des... Là c'est vraiment des questionnements en plus où c'est moi fondamentalement des trucs qui m'interpellent moi personnellement. C'est-à-dire je suis même pas sûre que... Alors je sais qu'il y a beaucoup de mes clients, quand je leur ai dit est-ce que je change mes pots et est-ce qu'on fait des pots en carton, et ils sont à 98% à me dire ouais carrément. Et même s'il coûte plus cher ton pot, quoi. Donc
Donc c'est super, il y a de l'intérêt, il y a de la motivation du côté des clients, mais voilà, moi d'un seul coup je me dis bon bah voilà, est-ce que je vais au bout de mon truc alors que finalement c'est encore pas la solution idéale. C'est beaucoup une éducation, alors les gens ils font attention de plus en plus, mais c'est surtout un truc à éduquer quoi. C'est-à-dire que d'un seul coup, eh ben oui, il va falloir prendre le temps de lire les étiquettes et puis de vérifier un peu ce que ça veut dire. Et puis le jour où vraiment tout le monde fera ça, les gens vont un peu avoir peur de tout ce qu'il y a. C'est-à-dire que même des fois sur du bio, il n'y a pas que du naturel, il y a du synthétique. Alors il y a du synthétique qui n'est pas forcément mauvais, voilà, mais qui est une synthèse d'un produit peut-être naturel au départ, mais qui, pour éviter d'utiliser la plante en grosse quantité à l'état sauvage, naturel, permet d'avoir on va dire, le même produit mais synthétisé et qui n'est pas forcément, on va dire, dégueulasse. Après voilà, c'est une éducation de prendre, enfin de vraiment pour les gens qui s'intéressent à ça, de prendre le temps de décrypter les ingrédients, de se poser des questions sur qu'est-ce qu'on a envie. Et puis moi je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que j'ai beau avoir fait justement savoir faire des cosmétiques naturels, j'adore faire le mélange et vraiment faire l'alchimiste là-dessus, mais de plus en plus effectivement j'utilise des trucs bruts quoi. Le matin c'est juste de l'eau et une huile et basta quoi. Et j'adore, enfin j'utilise quand même mes petites crèmes que je fais à droite à gauche, voilà, à celles que je fais pour les copains, les copines et tout ça, j'en garde toujours un petit bout pour voir comment elle est à l'usage. Pour mes pots en plastique, tout le truc c'était de calculer, ok j'ai des pots en plastique, ils sont pas très épais, c'est quelques grammes par pot, donc voilà, il y a moins de plastique possible. Ils viennent de 250 km de chez moi, même s'ils viennent de Suisse. Mais d'où vient le plastique au départ? Est-ce qu'il y a tel ingrédient? Est-ce qu'il y a du noir de carbone dans le plastique qui ferait qu'ils ne sont pas recyclés, pas reconnus par la machine de recyclage dans les recycleries? Enfin, il y a plein de questionnements comme ça, où justement jusqu'où je vais pour que ça rentre à peu près dans mon cadre éthique et que ça puisse être acceptable. Parce que ce ne sera jamais idéal, ça ne peut pas être idéal. On tend vers quelque chose, on essaye de faire bouger les choses, mais là, par exemple pour les pots, je sais que quoi qu'il arrive, par exemple les cosmétiques, en tout cas les trucs de recyclage, ne prennent pas en compte les pots cosmétiques. Les flacons, les bouteilles de shampoing, tout ça c'est recyclé, mais les petits pots de crème ne sont pas recyclés. On dit aux gens, jetez ça à la poubelle. Bon, on est en 2020, ils me disent bientôt ça changera. Ok, mais quand en fait? parce que ça fait un moment quoi. Donc ok, je peux faire des choses. Est-ce que je les fais en avance ou en me disant que peut-être un jour ça va changer ou Voilà, c'est les grandes questions du moment. J'ai les questions, j'ai une partie des réponses. Tout est une question de se décider, de savoir si ok, est-ce que je produis plus de quantité de déchets qui pourraient un jour devenir recyclables et qui sera plus cher pour mon client et que finalement c'est des arbres mais pas du plastique. Bon, je fais quoi avec tout ça quoi? Il y a des calculateurs sur internet pour calculer ça, pour calculer sur ton pot plus le couvercle avec tant de grammes pour chaque truc, d'où il vient et tout ça, et du coup quel est son impact environnemental. Mais c'est une folie à remplir quoi. C'est-à-dire que moi il faut que j'appelle tous les fournisseurs en disant moi j'ai telle question, ils n'ont pas toujours la réponse, pour éventuellement aller au bout du calcul et me rendre compte d'un comparatif entre deux pots quoi. Après je sais que moi dès le début j'ai pas voulu de pot en aluminium parce que la production d'aluminium est complètement hallucinante sur Terre. Déjà c'est un matériau qui n'existe pas à la surface de la Terre, c'est un matériau qu'on va chercher enfoui. Et donc qu'il faut faire ressortir. Et pour ça on utilise, je crois que c'est des produits chimiques ou en tout cas de l'extraction de roches. Et ça crée ce qu'on appelle des boues rouges. Et donc c'est des eaux usées qui sont incapables d'être recyclées et qu'on est obligé de contenir quelque part. Et le jour où il y a eu un village comme ça, je crois que c'était en Italie, où il y a des containers de boue rouge en fait, qui se sont déversés dans le village. Et en fait, tout ce qui s'est... Alors les habitants en avaient jusqu'à la taille.
Et en fait, tous ceux qui ont été touchés de près ou de loin, en tout cas, alors les chiens, tout ça, ils sont morts quasiment dans la journée, hein, tu vois, tout ce qui est... Mais genre les gens qui ont été touchés ont eu des cancers suite à ça, mais direct, quoi. Et donc moi je m'étais dit, bah non, l'aluminium, bah, c'est bien gentil, oui, ça se recycle facilement. Mais je vais commander des pots qui viennent de Chine, ou est-ce que le revêtement, est-ce que le vernis par exemple qui est censé être alimentaire intérieur, est-ce qu'il est vraiment alimentaire? J'en sais rien. Et puis c'est quand même, du coup c'est de l'aluminium, c'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qui à un moment donné, s'il est en contact avec de l'eau, s'il est gardé dans une salle de bain ou quoi, bah, il va rouiller à un moment donné, donc il y a une dégradation. Voilà, quel est le... Moi je me suis dit, je veux pas de pot en alu. Ok, je prends du plastique parce que ça se recycle aussi facilement. J'ai choisi un plastique qui est l'un des moins pires en interaction avec le contenant, avec le contenu, pardon. Et, mais voilà, il n'y a pas de solution. Il n'y a encore pas de solution idéale parce que déjà au niveau du recyclage, j'ai rien qui est optimal dans le sens du recyclage, quoi. Donc oui, on nous dit de recycler, mais en fait, s'il n'y a rien en bout de chaîne pour faire en sorte que ce soit recyclé, c'est difficile. Ça m'emmerde. Ça m'emmerde sérieusement. Parce que je me dis, putain, vas-y, là, on change un truc, on change ses pots, on fait en sorte que ce soit un truc qui n'ait pas d'impact. Voilà, un pot en carton, là, qui soit, au pire, s'il finit dans la nature, bah, c'est du carton et il a pas de... les encres sont naturelles, machin. Enfin voilà, il y a des choses qui sont pensées pour que ça puisse avoir le moins d'impact. Si les gens ont un compost chez eux, ils le mettent dans le compost. Mais ben, le problème, c'est que tout le monde ne fait pas ce genre de choses. Et donc, il faut qu'il soit quand même principalement, possiblement, dans une filière de recyclage. Et donc, et quand c'est pas possible, ben voilà. Ça m'emmerde. Au tout début, où je suis rentrée un peu dans le milieu du tatouage, j'ai fait une première convention, je crois que c'était à Nîmes. Et les premiers que j'ai rencontrés là-bas, notamment, c'était Sky de l'Art du Point et Léa Naon. Et Léa, j'ai vu son style, je savais d'office que j'en aurais un d'elle. Je ne l'ai toujours pas, mais je sais que voilà, il sera là, quoi. C'est réservé, quoi. Ce sera Léa. Je ne sais pas encore quoi, mais c'est sûr, c'est elle. Et ce qui est drôle, c'est que on se connaît un tout petit peu avec Léa, et puis parce qu'on s'est croisés plusieurs fois, et puis que je lui avais demandé de faire le dessin pour le baume, pour le logo du baume, quoi. Et en fait, on savait pas trop. Elle me disait, mais qu'est-ce que je te fais? Puis en fait, on est parti sur un truc, et puis on s'est dit que ce serait trop petit par rapport au fait que sur une étiquette, les détails n'allaient pas se voir et tout ça. Et en fait, elle m'a dit, tu sais quoi, regarde dans mon book et tout, et choisis un truc. Puis j'ai dit, quand même, les pinces de crabe, ça revient bien souvent chez toi. C'est un peu le style où on reconnaît. Enfin, de toute façon, tous les dessins de Léa, on les reconnaît très vite. Et voilà, son côté pince de crabe pour elle qui aime bien la mer et qu'on avait fait plein et tout ça. Je dis, bon, elle est une petite pince de crabe. Donc, du coup, c'est ça que j'ai sur le baume, sur les comme-étiquettes. Et j'aime bien aussi le fait, on s'est marré avec ça, le fait que ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a dedans, quoi. Enfin, je veux dire, et pourquoi ça devrait avoir... il devrait y avoir un lien entre les deux, quoi. Voilà. Donc c'est mon côté anti-marketing qui m'a dit, tiens, allez, petite pince de crabe. Et voilà. C'est comme le nom Scar, il y a plein de gens, ils n'arrivent même pas à le prononcer. Des fois, j'ai des gens qui m'appellent, je vous appelle pour le baume oui, je vois bien ce que vous voulez dire. Mais... Et c'est pareil, moi, ça fait partie des trucs où, en fait, ça fait partie aussi des hasards. Je suis quelqu'un qui... Et je note mes rêves depuis que j'ai 8 ans, par exemple. Donc c'est très très important pour moi, la nuit, le sommeil et mes rêves. Et mes carnets de rêves. Et par exemple, ce nom-là, en fait, j'en ai rêvé quelques jours après avoir fait la recette, où j'étais en plein dedans, donc forcément, j'y pensais toute la journée et ça a joué. Et en fait, j'ai rêvé de ce nom-là, en fait. Et en me levant le matin, je vais pas m'emmerder sans 7 ans. Moi, vraiment, le côté marketing, j'en sais rien, quoi. On va mettre ça, quoi. On va mettre ça. Donc voilà, il est difficile à prononcer, c'est en anglais. Voilà, ça veut... Voilà. Mais bon, comme la pince de crabe, quoi, c'est les heureux hasards du moment qui font que... Bon, allez, ce sera ça, hein, puis c'est tout. Hein. Je sais que moi, le tatouage, pour moi, sur moi, je le vis comme... pour moi, c'est marquer des choses qui sont importantes. Tout ce qui va être... Alors, il y en a certains, des petits tatouages qui peuvent être un peu
récréatifs ou qui sont tombés là à ce moment-là parce que c'était chouette avec les personnes là et puis c'est pas que ça veut rien dire, il y a des significations qui viennent aussi après. Mais pour moi, chacun de mes tatouages a une signification propre, voire des fois multiple aussi. Et pas forcément qu'ils se voient au premier abord. C'est-à-dire que les gens peuvent se dire, bah, tiens, pourquoi ça Et en fait, bah, moi, il a 3 significations différentes, reliées plus ou moins, mais voilà. Je me suis jamais retrouvée donc, dans un boulot, on va dire, où on pouvait exiger que je sois pas tatouée, ou en tout cas que ça pouvait être mal vu, ou qu'on puisse exiger que je le cache. Enfin... Et puis au tout début, où j'ai commencé à me faire tatouer, c'était au tout début aussi où je faisais le baume, donc je me suis retrouvée en fait dans ce milieu-là en étant très peu tatouée. Puis au fur et à mesure, bah, forcément, je rencontre des tatoueurs, je rencontre des styles, des envies, des choses, et puis bah, je le deviens de plus en plus, comme tout le monde. Et donc je me suis jamais retrouvée en porte-à-faux par rapport à ça dans ma vie, en tout cas professionnelle, et socialement, bah, on se retrouve souvent aussi avec des gens qui... Dans des milieux ou avec des amis qui souvent nous ressemblent, ou en tout cas vous acceptent plutôt bien tel que vous êtes, quelle que soit la façon dont vous êtes. Ouais. Donc je me suis jamais sentie à l'écart d'aucune manière que ce soit par rapport au tatouage. Pour avoir eu des dreads, j'ai beaucoup plus ressenti avec des dreads qu'avec des tatouages. Moi, c'est un truc que je dis souvent aux gens, qui me demandent des conseils par rapport à un tatoueur ou quoi. Et en fait, le truc que je leur dis absolument, c'est n'hésitez pas à acheter un billet de train et à faire 300, 400 bornes, 500 bornes, voire changer de pays. Mais si c'est tel tatoueur, tel style qui vous plaît, faut y aller quoi en fait. On n'est pas à 200 balles près de train, enfin voilà, pour un tatouage qui est exactement ce qu'on veut ou dans l'esprit qu'on veut. Les flashs, c'est un truc de consommation de tatouage, quoi. C'est genre, y a beaucoup de gens en plein été qui disent « Ah hop, je veux celui-là » et hop, c'est fait dans la journée ou le lendemain. Et c'est vrai que mûrir un tatouage... voilà, les copains qui ont prévu de se faire tatouer quelque chose, je leur dis déjà attends un peu, vois si dans 6 mois tu as toujours envie de le faire ou pas. Et puis si en fait c'est toujours là dans 6 mois, ok d'accord. Mais c'est vrai que... Et puis peut-être qu'entre temps tu auras trouvé quelqu'un qui a le style exact pour faire ça. Voilà quoi. Mais oui, c'est important en tout cas qu'il y ait une relation humaine et artistique en tout cas, que le style plaise. Après, par exemple, il y a des tatoueurs ou des tatoués qui vont se faire des choses pas pour que ce soit beau en fait. C'est-à-dire qu'il y a des tatouages qui sont pas là pour être beaux. Moi, j'ai une petite bande de copains là. Leur but, c'est de se marquer des trucs débiles partout, quoi. Mais qui vont servir. C'est-à-dire que d'un seul coup, on va marquer tu te calmes. Et donc voilà, on va sortir à chaque doigt, il y a un truc, il y a une phrase, ou là. Et c'est des trucs qui veulent dire quelque chose, ou en tout cas, voilà, ou des jeux de mots pourris. Mais parce que ça les fait juste marrer d'avoir un truc. Et j'avais croisé un tatoueur qui était comme ça, il avait que des trucs. Lui, voilà, c'était des petites merdouilles, voilà, mais c'était. Lui, c'est ça qui le bottait, quoi. C'était d'avoir des trucs qui n'ont aucune signification particulière ou qui se veulent pas du beau tatouage absolument. Et voilà, quoi. Et ça le faisait triper. Donc finalement, oui, ça, c'est propre à chacun de savoir si on a envie de sacraliser son corps dans le sens où tout ce qui va être sur mon corps est quelque chose de réfléchi, pensé, que je veux beau ou pas, voilà. Ou est-ce que, ouais, ok, c'est un petit bout de parchemin comme un autre et puis je vais marquer 3 conneries dans un coin, quoi. Mais parce que ça me fait marrer, quoi. Enfin, et l'intérêt, il est là, quoi. C'est au moins que ça plaise et que ça veuille dire quelque chose pour soi aussi, quoi. Jusqu'à quel point ton corps, il t'appartient aussi, quoi. Parce que oui, ok, tu l'utilises pendant que t'es là, quoi. Mais finalement, tu l'emporteras pas plus dans la tombe non plus. Enfin, tu vois, en tout cas pas. Ou alors pas en tout cas comme tu voulais. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on change avec les années, tout ça. Enfin, voilà. Donc, c'est comme la fameuse phrase des gens qui disent aux gens qui se font tatouer. Ah, mais comment tu seras quand tu seras vieux avec ces tatouages et tout ça.
En fait, on s'en fout. Enfin, on s'en fout et quand bien même, voilà, s'il est là, ça regarde que moi. Enfin, ces questionnements-là, moi je trouve ça génial, cette façon qu'ils ont, par exemple, effectivement, de marquer toutes les conneries qui leur passent par la tête en mode tatouage. Et puis voilà, ils décident ça en 2 secondes et puis c'est fait dans la semaine. Et voilà. Et je trouve ça génial. C'est pas ce que moi j'aurais envie, ou en tout cas peut-être pas. Après, on change beaucoup aussi. On change beaucoup d'idées. Moi, par exemple, au tout début où je me suis fait tatouer, je voulais pas de visage sur moi, ou pas d'écriture. Bon, manque de peau, j'ai un petit mot quelque part, et puis j'ai 2 visages sur le corps, quoi. Bon, voilà, ça change avec le temps, quoi. Ou les styles, sur les styles de tatouage, tout ce qui était style gravure à l'ancienne, me bottait pas vraiment. Puis en fait, de plus en plus, je trouve ça chouette, quoi. Ça dépend comment c'est fait, ça dépend sur le sujet, voilà, mais... Donc ouais, tout change au fur et à mesure, on change d'avis sur des trucs, et heureusement.